Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission. Ce qu'il fallait démontrer, c'est un autre rendez-vous cette semaine avec plusieurs sujets au programme, notamment au plan national et international. Au plan national, nous avons par exemple le sujet réactualisé lié à la révision de la Constitution et ou du Code électoral. Les députés qui s'étaient vus le mercredi dernier se sont revus lundi pour enfin s'entendre sur le menu de la session extraordinaire. On parlera justement de ce web activiste qui a été inspiré par l'idée donc de susciter la candidature du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani. À la fin, il sera condamné à une amende d'1 million de francs CFA. On parlera de ça tout à l'heure. On parlera aussi de la conférence nationale des forces vives de la nation qui clôturait hier, en tout cas, sa 34e année des travaux. C'était l'anniversaire donc hier. On parlera de ça. Et puis les démocrates qui sont allés voir les prêtres catholiques à Cotonou, c'est pour parler de 2026. On va examiner tout cela aussi. Au plan africain, deux sujets à évoquer d'abord. Un lié à la sous-région avec l'allègement des sanctions de la CEDEAO en direction du Mali, de la Guinée et du Niger. Quelles conséquences sur l'avenir à la fois de la sous-région mais aussi de l'institution communautaire. On va l'évoquer. Et puis la présidentielle sénégalaise toujours dans les tourments avec l'ouverture d'un dialogue, c'était lundi dernier, et l'annonce d'une loi sur l'amnistie, tout cela par le président Macky Sall dont le mandat s'achève le 2 avril prochain puisque lui-même il l'a martelé. Et notre analyste qui n'a pas changé, Anissé Carlos Oké, qui est avec nous. Monsieur Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. Le débat sur la révision de la Constitution, on va commencer par là. Et les propositions du parti Les Démocrates. Déjà le mercredi, ils ne s'entendaient pas parce que justement c'est le mercredi matin que les députés de l'opposition ont songé à déposer donc leurs propositions sur la table du président de l'Assemblée nationale et ce fut justement le point de la discorde. Oui, parce que bon, il fallait un délai pour que le président prenne connaissance de ce document et l'affecte au service compétent. Donc le président n'a pas eu le document dans les délais, a considéré qu'on ne pouvait pas tout de suite l'enrôler et donc qu'il fallait que les choses se fassent dans l'ordre et que donc qu'il ait le temps de prendre connaissance du document avant éventuellement à la fin, on devrait dire polémique inutile, non? Puisque qu'on le prenne en compte là ou pas, en principe, ça ne devrait pas bloquer les travaux. Si ça n'était pas pris en compte, eh bien, pendant qu'on sera dans la discussion, de la proposition de l'UPR, par exemple, les partis de l'opposition pourraient glisser, ma foi, justement, leur proposition et amender le texte qui existe déjà. Et même si c'était inscrit, eh bien, à l'occasion, justement, de cette étude aussi, les députés de la mouvance pourraient rejeter ou non les propositions qui auront été faites. Donc, disposition et discussion inutiile. Inutile, tout à fait inutile, parce que l'esprit même de la recherche de consensus aurait voulu que ce document soit immédiatement étudié. Mais bon, les députés font de la politique et on ne peut mettre sur le compte de la politique que tout ce qui se passe là parce que en réalité tout le monde sait ce que contient le document des démocrates, tout le monde le sait et si pour l'instant on fait semblant de créer un blocage, il est tout à fait artificiel. On dirait qu'ils ne sont pas prêts eux-mêmes. Ils ne sont pas prêts parce que aussi bien au sein de la mouvance présidentielle que de l'opposition, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes parce que les députés auraient bien souhaité que ce soit eux qui fassent le parrainage avec les maires qui sont actuellement en cours de mandat. Mais dans l'esprit de la réforme, on s'entend pour dire que ce sont les prochains maires et les prochains députés. Ça ne plaît pas beaucoup. Et je pense que s'il y a pour l'instant beaucoup d'incertitudes, c'est parce que dans les deux camps, on continue de jauger la situation et de chercher le bon milieu pour que tout le monde soit content. En tout cas, on verra ce que ça donne, puisque déjà lundi, ils ont lancé les travaux en commission. Oui. Les autres ont accepté que la proposition de l'opposition soit prise en compte. On verra bien ce que ça va donner avec les jours à venir. Je note simplement que les démocrates ont fait des propositions qui n'ont rien de très
très différent de tous les griefs qu'ils avaient déjà énumérés depuis toujours par rapport au code électoral. Donc il n'y a rien de nouveau en réalité dans ce que ils ont parlé par exemple de la suppression du quitus fiscal, par exemple. Ils en ont toujours parlé et pour eux c'est un problème que d'avoir à fournir un document par lequel le pouvoir exécutif a la possibilité de manœuvrer. Donc supprimer, moi je pense que c'est excessif. On ne peut pas supprimer le quitus fiscal. Pourquoi on ne peut pas supprimer? Si ça doit être un outil de chantage contre les opposants. Non, parce que des personnes qui aspirent quand même à occuper une certaine fonction au sein de la République doivent monter patte blanche du point de vue de leur situation fiscale. Ça, c'est nécessaire. Et ça se fait partout dans le monde. Sauf que je pense qu'on pourrait prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas moyen pour le pouvoir exécutif de se servir de ce moyen de pression pour faire de l'exclusion. Oui, mais en principe, je dois dire, le mode de délivrance qui a quand même un volet électronique est déjà une solution en soi. Si, c'est pourquoi je pense que ce n'est pas la peine de supprimer. On peut trouver des solutions, on peut mettre des garde-fous pour que les candidats puissent payer leurs impôts et obtenir à temps leur quitus fiscal. Je pense aussi qu'il faut avoir une culture du bon citoyen, du bon citoyen, hein, une culture de la citoyenneté, du civisme fiscal. Oui, du civisme fiscal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut avoir une bonne culture du civisme fiscal et ne pas attendre toujours que les candidatures soient lancées avant de commencer par courir pour savoir est-ce qu'on doit et qu'est-ce qu'on doit payer. Ailleurs, c'est tout naturellement qu'on paye ses impôts chaque année. Et lorsqu'on aspire à jouer un rôle majeur ou même mineur au sein des arcanes politiques, on met un point d'honneur à ne pas se faire reprocher la moindre irrégularité ou la moindre insuffisance du point de vue de la fiscalité. Ils ont demandé à ce qu'on réduise aussi le taux de suffrage à obtenir au plan national pour accéder au partage des points. C'était 10% ou c'est 10%. Ils souhaitent qu'on aille à 5%. Je ne sais pas. C'est pas bête, non? Je ne sais pas quel calcul, selon eux, permet de dire qu'à un taux de 5%, on a plus de crédibilité que on en a beaucoup plus de partis repêchés, par exemple. Oui. Il y en a qui ont eu 2%, 3%, 5%, 6% peut-être, et qui n'ont pas eu la chance d'accéder au partage des sièges au plan national. Nous avons tous décidé qu'il fallait faire en sorte que nous ayons des partis représentatifs. Et si nous retombons dans les critères qui ramènent tout le monde autour de la table, nous n'aurons rien fait. Oui, mais il n'est fait du tout. Et si l'opposition n'avait pas une crainte quelconque de risquer à un moment ou à un autre de ne pas atteindre le seuil des 10%, je ne vois pas où est le problème du tout, puisqu'il y a des partis qui fonctionnent bien, qui ont atteint ce taux-là, et les démocrates, logiquement, ne devraient pas non plus se soucier d'avoir ce taux, à moins que dans les faits, ils aient des inquiétudes. Oui, mais seulement que ce taux imposé fait aboutir à des situations où, par exemple, et c'est le cas qu'ils ont cité d'ailleurs, un exemple pour illustrer leur argument, on a accédé à des situations où, par exemple, dans la capitale, Porto Novo, par exemple, où le parti UPR qui détient aujourd'hui, je dois dire la municipalité, n'avait pas réuni quand même le suffrage majoritaire dans la ville, mais seulement parce qu'au plan national, il a pu réunir les 10%, le maire a pu provenir de leur parti. C'est parce qu'à l'époque, il y avait un parti politique qui avait pignon sur rue à Porto Novo et qui se prévalait de cette seule capacité de mobilisation pour refuser de fusionner. Bon. Les événements l'ont obligé aujourd'hui à fusionner et je pense que le cas de figure que vous évoquez n'est plus possible aujourd'hui à Porto Novo, n'est-ce pas? Donc, la réforme en elle-même n'est pas mauvaise parce qu'elle amène progressivement les partis qui ont un électorat très localisé à adhérer à de grands ensembles pour que ce genre de cas de figure ne se reproduise plus. Et aujourd'hui, il est dans l'intérêt des démocrates de ratisser large de leur côté aussi pour qu'il n'ait pas à déplorer le fait que quelque part il y a des poches
d'électeurs qui ne soient pas intégrés à leur patrimoine. Les démocrates proposent aussi l'installation de comités électoraux au niveau arrondissement pour éviter à ce que ce soit le coordonnateur d'arrondissement seul ou avec son adjoint qui, ma foi, est autorité sur toutes les fiches qui doivent atterrir sur la table de la Cour constitutionnelle ou de la Sénat. Ils n'ont pas tort, mais ça relève de la question de confiance. Nous ne nous faisons pas confiance et c'est bien dommage parce que il faut que nous travaillions davantage à crédibiliser ce que nous faisons et à nous faire confiance. Autrement, nous allons créer des comités partout où il y a la moindre mission à accomplir et ce n'est pas à notre honneur. Oui, mais si ça doit nous tranquilliser et que ça doit participer à l'objectivité, je dois dire à la propreté des scrutins que nous organisons, allons-y, non? Pour l'instant, oui, c'est bon, mais pour l'instant, on peut dire que c'est bon. Mais vous voyez, c'est ça, il faut travailler à faire davantage confiance aux institutions qui organisent les élections et surtout aux hommes qui organisent les élections. Et en ce sens, il faut travailler également à ce que ces hommes-là soient évidemment crédibles par eux-mêmes et que nous cessions de tout politiser outrancièrement de manière à ce que quand nous ne sommes pas assis à une table, nous ayons l'impression que tout ce qui se fait là est suspicieux. Oui, mais il n'y a pas un ciel où les acteurs politiques entre eux se considèrent comme des enfants de cœur. Non, mais il y a des institutions, ma foi, qui, dans certains pays, organisent les élections sans que les hommes politiques aient nécessairement à s'asseoir à la table pour voir ce qui s'y passe. Allez, on va fermer ce sujet et aborder le second au plan national. Je parlais de la conférence nationale des forces vives de la nation. Cela fait 34 ans que cela a été organisé hier précisément, notamment le 28 février. Les portes se fermaient, les rideaux tombaient sur les travaux il y a 34 ans. On n'a pas l'impression qu'on s'est souvenu, cette année en tout cas, du déroulement de cette rencontre nationale d'importance et historique. Bon, plus les années passent et plus les souvenirs s'estompent. Et nous ne faisons plus l'effort de revivre complètement cette époque-là pour nous remémorer toutes les circonstances qui avaient amené le pouvoir de l'époque à organiser cette conférence nationale et la grande inquiétude, puis l'espoir que ça a suscité et enfin les résultats dont ça a accouché pour que nous en soyons là où nous en sommes aujourd'hui. Et si ces occasions-là ne sont pas saisies pour faire le bilan du chemin parcouru, pour évaluer un peu ce que nous avons gagné et ce que nous avons perdu en cours de route, ça va nous mener à nous perdre complètement. Parce qu'il n'y a plus de boussole. Il n'y a plus de boussole et vous verrez qu'aujourd'hui, je vous le disais tantôt sur cette émission, les institutions ne jouent plus tout à fait leur rôle, les hommes politiques non plus, et la société civile n'est plus ce qu'elle était. Bon, alors, finalement, qu'est-ce qui reste? Les partis d'opposition ne sont plus des partis qui travaillent au développement du pays, mais des partis qui se sont synchronisés avec les forces d'opposition dans toute l'Afrique et qui n'ont pour objectif que deux choses: les questions électorales, les questions des libertés publiques. Un peu comme si la finalité de la démocratie, c'est de jouir des libertés et de faire des élections une période de kermesse. On a l'impression qu'une fois qu'on a obtenu ça, la démocratie va bien et que le citoyen est content. Non, le but final, c'est le développement. Or, voilà que nous ignorons complètement, nous ignorons royalement, nous banalisons complètement les questions de développement dans les débats que nous faisons pour ne retenir à la fin que les questions qui concernent les élections et les questions qui concernent les libertés publiques. Moi, de mon point de vue, on peut s'épanouir dans un capharnaüm, on peut s'épanouir dans un bordel. Donc, ce n'est pas l'épanouissement du citoyen qu'il faut rechercher coûte que coûte par une jouissance débridée de la liberté. Non, il faut que nous ayons, que nous regardions tous ensemble dans la même direction. Et c'est ça qui nous manque. Depuis l'historique conférence nationale, nous ne regardons plus dans la même direction. Ah ouais? Oui, parce qu'on nous a mis dans la tête que pour faire une bonne opposition, par exemple, il faut tirer tout à droite
lorsque le pouvoir tire tout à gauche. Mais c'est là que les forces s'équilibrent. Mais le bon sens aussi suggère que les forces qui s'opposent de cette façon se neutralisent. Et on ne va nulle part, on ne se développe pas, on n'avance pas du tout. Lorsqu'une partie du pays travaille à aller vers un but donné, et que l'autre partie travaille à tirer les choses dans le sens opposé, à noircir complètement ce que font les autres, à faire en sorte que les autres échouent dans leur manœuvre, dans leur mission, on se retrouve dans quoi? Dans une situation difficile. Et ça fait que aujourd'hui, et j'en veux pour preuve que la dernière fois, quand le président Talon parlait de ces choses-là avec ses invités, il y a un éminent membre de l'opposition qui a dit non, monsieur le président, vos succès ne nous concernent pas. Vous voyez, c'est symptomatique de ce que je dis. Comment? Mais nous sommes fils d'un même pays. Il y a un président à la manœuvre qui travaille pour le compte de tout le pays. Et ce qu'il fait... S'il a des succès, pourquoi il faut s'attarder là-dessus? S'il a des collaborateurs, tout un système, tout un arsenal, l'administration à disposition, des équipes à disposition pour vanter et ventiler cela à travers le Bénin, pourquoi l'opposition devrait aussi travailler à accentuer cette ventilation et cette messe autour de ses actions et de ses succès? Ben justement, il ne s'agit pas d'accentuer une ventilation quelconque. Il s'agit de dire au président, ce que vous avez engagé là, c'est bien. Mais si vous aviez fait comme ci ou comme ça nous aurait permis d'aller encore plus loin. Nous proposons que le résultat que vous avez atteint là puisse être démultiplié en faisant comme ci et en faisant comme ça. Si nous n'avons pas cette force de proposition alternative pour accompagner le président, à faire en sorte que le président que nous avons aujourd'hui puisse nous conduire tous ensemble, aussi loin que possible, et que bon, nous considérons que ce qu'il fait, il le fait pour lui et pour sa clique, et que nous avons à faire en sorte que le monde entier le voit comme un incapable, de sorte que nous puissions être crédibles. Mais celui qui agit ne peut jamais être comparé à quelqu'un qui n'agit pas. La critique n'est pas de l'action. Et on peut, tout le monde peut critiquer. La critique permet de soigner l'action aussi, non? Et d'éclairer l'action, de permettre à l'action d'avancer. Ce que je propose, c'est une critique qui éclaire l'action. Mais une critique qui éclaire l'action commence par reconnaître l'existence de l'action. Comment voulez-vous ne jamais parler de l'action et prétendre vouloir l'améliorer? Alors, vous voyez, il faut que nos partis parlent de développement. Si on commence à célébrer celui qui est dans l'action, il ne s'agit pas du tout de célébrer. Comment on lui prend le pouvoir? Mais il ne s'agit pas du tout de célébrer, parce que le peuple, voyez-vous, le peuple fait preuve d'un grand discernement. Tout le monde a l'impression que le peuple est complètement idiot, du moins stupide, et que bon, ben, il ne comprend rien. Mais c'est faux. Lorsque c'est vous qui faites la proposition, le peuple l'a noté. Lorsque c'est vous qui avez amélioré telle ou telle chose dans la gouvernance du président. Quel est le niveau de culture et d'information, d'instruction du peuple pour faire cette part des choses? Quand des propositions qui n'ont pas été expérimentées, comment est-ce que le peuple l'éprouve pour la mettre aux côtés de ce qu'on a fait déjà et d'en voir peut-être les limites? Si vous considérez que le peuple ne peut pas faire ce genre de discernement, vous donnez raison à celui qui dit que les Africains ne sont pas prêts pour la démocratie. Je ne pense pas. Oui, mais ils en donnent les peu, parce que quand un vient au pouvoir, il veut faire toute sa vie, tout le reste de sa vie au pouvoir. Oui. Et ça c'est un autre débat. Et ça, ce n'est pas forcément parce que l'opposition ne fait pas de la critique, que l'opposition fasse de la critique ou ne pas de la critique. Lorsque quelqu'un vient au pouvoir et que aujourd'hui, comme on l'observe partout, il y a un entourage qui lui donne le sentiment qu'il peut aller plus loin, et bien il cherche à aller plus loin. C'est un autre débat qui aujourd'hui a lieu dans toute l'Afrique, parce que tous les présidents qui ont aujourd'hui l'opportunité d'essayer de faire un troisième mandat font toujours l'effort de l'essayer avant de se déclarer vaincus quand ils ne peuvent pas. C'est quoi l'origine du problème? C'est le dysfonctionnement de notre modèle de démocratie. Alors, on a eu une polémique qui est née avec ce souvenir. L'emplacement où était érigé le PLM à Ligio, qui a servi de cadre justement à la célébration de cette rencontre, à l'accueil de cette rencontre, cette place, sinon l'édifice n'existe plus. Tout a été rasé et certains pensent qu'on a mal fait. Bon, c'est discutable.
Oui. C'est discutable. La place a été rasée, mais qu'est-ce qui a été fait en lieu et place? Rien encore. On annonce des complexes hôteliers, on annonce des trucs de détente, un peu, voilà. Vous voyez, quand on rasait un peu le domicile du président Kérékou, certains avaient trouvé que c'était totalement inacceptable. Maladroit. Bon, il fallait faire de toutes les pièces un musée, mais on ne peut pas faire de toutes les pièces un musée, parce qu'il y a des endroits stratégiques dans le pays qu'on peut exploiter à bon escient. Donc, bon, moi, les souvenirs, ce n'est pas forcément les édifices qu'on laisse. Qu'est-ce que c'est? Le souvenir, c'est ce qu'on peut construire par ailleurs. C'est ce qu'on peut ériger par ailleurs. Aujourd'hui, nous avons des monuments qui nous rappellent des événements qui se sont passés il y a bien plusieurs siècles. Et donc, le souvenir de la conférence nationale peut être un monument, ça peut être un autre édifice dans lequel on fait peut-être des assises de rectification de la conférence nationale. Parce que j'insiste pour le dire, il faut rectifier les travaux de cette conférence-là, parce que nous ne sommes pas encore véritablement... Rectifier ou revenir à ces travaux? Non, il faut... Bon, on va revenir, si vous voulez, d'une certaine façon, mais il faut également rectifier. Parce que je dis, et j'insiste pour le dire, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour que le citoyen béninois soit à la hauteur des attentes de ceux qui avaient institué ce renouveau démocratique. Le citoyen n'a pas été formé à porter les valeurs de ce système-là, et nous devons y travailler impérativement, sinon nous allons vivre ce que vit tout le monde, soit un coup d'État, soit des tentatives de révision de la Constitution à chaque échéance électorale. Allez, on va passer à un autre sujet, hein, la condamnation d'un jeune à une amende de 1 million de francs CFA pour avoir suscité la candidature de Romuald Wadagni. C'est vrai que le ministre d'État en charge des Finances et de l'Économie avait retiré sa plainte vers la fin de 2023, mais le ministère public a décidé de continuer à fouiller dans l'affaire, et à la fin, on a une condamnation donc à cette amende-là. C'est quand même curieux, non? On est toujours dans la lutte contre la cybercriminalité ou le terrorisme, là. Oui, c'est-à-dire que, bon, il y a des choses que nous avons toujours passées par perte et profit. Ce n'est pas parce que la loi n'existe pas que ça se passe comme ça. C'est parce que personne ne veut appliquer la loi. D'accord? Donc, que quelqu'un suscite la candidature du ministre sans que le ministre ait jamais souhaité être candidat à quoi que ce soit, ça peut le déranger. Oui, mais... Ça peut le déranger. Et d'abord, c'est pas la première fois. Ça peut oui, arriver. C'est de coutume. Oui, on peut. C'est arrivé au Niger. Hein? Il y a un président, le président sortant qui... Mais là, on n'est pas dans le même cadre. Hein. Ici, on suscite une candidature, là-bas, on lui demande de faire un troisième mandat. Oui. On n'est pas dans le même cadre. Bon. C'est quand même curieux, les acteurs politiques, les acteurs publics aussi, ont habitué les jeunes à ce genre de procédé, c'est-à-dire, on les réunit, on leur demande d'aller susciter les candidatures, d'aller appeler telle personne à telle personne à se porter candidat, etc. C'est un marché qu'ils ont longtemps alimenté. Mais pourquoi est-ce que ça devrait déranger aujourd'hui? Ici, ce qui dérange précisément, et ce qui fait que le ministre a eu parfaitement raison de porter plainte, c'est que ces jeunes se sont érigés un peu comme un élément, comment dire, en mission pour le ministre, et qui se servait de cette sollicitation de candidature pour escroquer. Et c'est cette escroquerie qui ne pouvait pas être supportée, c'est tout. Donc, non, si c'est suscitation juste pour suscitation, je pense que ça n'aurait pas créé autant de problèmes. Et sinon, on aura beaucoup trop de liberté d'opinion, là. Les jeunes qui suscitaient à l'époque étaient dans une pure opération d'escroquerie, et c'est pour ça que ça salissait le nom du ministre de toute façon, hein, que des jeunes se lèvent comme ça et aillent se mettre à faire de l'escroquerie sous prétexte qu'ils sont mandatés par le ministre pour susciter sa candidature. Ça posait un problème, il fallait arrêter ça. Oui, mais si le ministre retire sa plainte, de quoi je me mêle au niveau de la criette? Ah non, mais la loi est ainsi faite que devant certaines situations, vous avez beau retirer votre plainte, le procureur va jusqu'au bout.
Bon ben, en tout cas, cela a été la première fois qu'on observe ce genre de situation. Il faut espérer que ce soit une bonne leçon pour les jeunes qui pensent que toutes les occasions sont bonnes pour faire de l'escroquerie. Mais ça va brider aussi les libertés d'opinion. Si je pense que vous, par exemple, vous êtes le meilleur profil pour 2026, pourquoi je ne peux pas le crier sur la place publique? Non, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le fait de crier cela sur la place publique qui était le problème. Le problème, c'est d'escroquer les gens sous prétexte que, bon, voilà, nous sommes en mission pour le ministre et il faut susciter sa candidature pour éventuellement vous positionner pour que nous puissions donner votre nom comme étant celui qui a financé ceci ou cela. Et ça, c'est une opération qu'il faut décourager. Absolument. Allez, on va parler de notre sujet. Cette fois-ci, des démocrates, toujours dans la perspective de 2026. Ils sont allés voir les prêtres catholiques, non pas pour leur demander, en tout cas, de désigner un candidat à leur niveau ou de susciter une candidature à leur niveau. Ils sont allés les voir pour qu'afin, ils intercèdent, faut-il dire ainsi. Je crois que c'est le meilleur mot quand on est dans le domaine religieux. Intercèdent justement pour qu'on ait des élections de bonne facture en 2026 et surtout que cette polémique autour de la révision de la Constitution puisse avoir quand même une issue qui ne déchire pas davantage la nation. Oui. D'abord, moi je comprends que les démocrates soient allés vers le clergé parce que le clergé s'est toujours intéressé à la vie politique de notre pays. Et c'est une démarche qui me paraît plus logique, plus intelligible et plus responsable que de commencer par saisir la communauté internationale sur des faits qui ne sont pas encore avérés. Bon, alors, le clergé étant toujours à l'écoute, il était normal qu'effectivement ils avaient le clergé, puisque le clergé doit rencontrer le chef de l'État. Je ne sais pas si ça s'est fait en temps, mais... oui, entre-temps, ça s'est fait. Bon, le clergé rencontre le chef de l'État, le clergé rencontre l'opposition, le clergé rencontre tout le monde. Et nous savons qu'en tant que force morale au sein de notre société, le clergé a toujours eu le beau rôle dans la pacification du climat. Sauf que ces dernières années, il a perdu de sa superbe. On n'a plus senti le poids qu'il a souvent sur la vie politique nationale. Oui, oui. Et je pense que c'est l'occasion pour le clergé de mettre les hommes politiques face à leurs responsabilités. Parce que le clergé doit leur dire aux hommes politiques que la paix, c'est avant tout un comportement. Et que c'est par les comportements inappropriés que les hommes politiques ont que la paix se trouve troublée. Il n'y a pas de paix troublée s'il n'y a pas de comportement inapproprié d'hommes politiques. Il faut que le clergé explique aux gens, par exemple de l'opposition, que si le pouvoir est obligé parfois de réagir, c'est parce que quelque part il y a eu des actions qui méritaient que l'État réagisse. Parce que il n'y a pas que du côté du pouvoir qu'il faut chercher les coupables lorsqu'il y a une manifestation réprimée, lorsqu'il y a un mort malheureux, lorsqu'il y a des gens qui sont blessés. Il n'y a pas que du côté du pouvoir qu'il faut rechercher le coupable. Il faut le rechercher. Si c'est une marche pacifique et qu'à la limite, et qu'à la fin, on a 2-3 morts, on cherche le coupable de quel côté? C'est de ça que je vous parle. Moi, je vous mets au défi de démontrer qu'une marche pacifique a été réprimée dans ce pays, au point où des gens en sont. On a eu une marche, en tout cas ce que disent les démocrates, une marche pour dire 5 ans c'est 5 ans dans ce pays. Des jeunes ont été ramassés à l'appel dans des paniers pour aller les déposer à la prison. On connaît la suite. Bon, il faut bien distinguer entre les marches interdites, les marches non pacifiques, et les marches carrément violentes. Donc, vous ne pouvez pas être en train de marcher pacifiquement pour que des militaires débarquent, commencent à vous battre jusqu'au point où on enregistre des blessés, des morts. C'est assez incompréhensible. Il y a toujours des personnes qui font des casses, il y a toujours des personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre, il y a toujours des personnes qu'on met dans la rue dans le seul but de vandaliser. Bon, alors quand c'est comme ça, en face, ce n'est pas le chef de l'État qui réagit, ce sont des forces de défense et de sécurité. Et ces forces de défense et de sécurité ne sont pas des personnes sans cervelle. Est-ce que la justice ne devrait pas faire un beau travail là, quand ça se présente comme ça, plutôt que de chercher peut-être à justifier qui a fait quoi, chercher à comprendre quel est le rôle et la responsabilité de chacun. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse de l'institution, police même, que de ne pas pouvoir accepter que dans une démocratie, il y ait des marches qui soient bien encadrées en dépit peut-être des menaces
menaces et autres risques et débordements qu'il peut y avoir. La police n'a aucun pouvoir de décision. La police est au service, la police est au service d'une institution qui l'actionne. Donc la police ne peut pas dire non quand on l'actionne. Donc on ne cherche pas le coupable là, on va un peu plus loin alors. Chercher le coupable me paraît nécessaire et même indispensable. Et c'est pour ça que je dis, les lois d'amnistie, moi, personnellement, ça me pose un problème parce que c'est trop facile. Vous en avez un cas dont on va parler tout à l'heure. C'est trop facile d'avoir des comportements déviants et se dire que bon, de toute façon, à la fin, on va se retrouver et puis on va tout effacer pour recommencer plus tard. C'est pas normal. Il faut qu'on sache qui fait quoi, de façon à ce que quand les hommes politiques se mettent, commencent par répondre de leurs actes, qu'ils sachent à ce moment-là qu'il y a des limites à ne pas franchir lorsque nous sommes dans la contestation ou dans la protestation. On ne fait pas de la politique pour que les citoyens meurent. Ce n'est pas concevable. C'est pas concevable. Et lorsqu'il y a un mort, moi je veux bien indexer le pouvoir qui utilise la force, mais je veux aussi que soient indexées les personnes qui occasionnent les manifestations qui obligent le pouvoir à réagir. De quel moyen dispose l'opposition qui veut faire connaître son mécontentement ou son opposition dans un contexte démocratique? Les moyens sont consignés dans la loi, dans la marche. Dans la marche pacifique. Il faut bien insister là-dessus. Pacifique. Lorsque vous brûlez un pneu, ce n'est plus pacifique. Ce n'est plus pacifique. Ah oui. Ah non, c'est plus pacifique. Lorsque vous brûlez un pneu sur l'asphalte, ce n'est plus pacifique. Lorsque vous cassez une vitre, ce n'est plus pacifique. Et vous voyez, ce n'est pas parce que nous avons l'habitude de laisser faire ce genre de choses. Ce n'est pas parce que nous avons l'habitude de passer. Aucun pays au monde n'admet qu'on fasse ces choses-là sans que ceux qui le fassent soient en prison. Dans aucun pays, même les pays les plus démocratiques au monde. Vous ne pouvez pas casser aux États-Unis, en France, comment dire, en Grande-Bretagne ou en Belgique et penser que bon, parce que vous êtes de l'opposition, on vous concède le droit de casser. Jamais, vous allez en prison. Donc, il faut que les citoyens soient éduqués. Je vous le disais tantôt, nous n'avons pas encore éduqué les citoyens à avoir le comportement qui porte les valeurs de la démocratie. On ne casse pas dès qu'on a envie de contester ou de protester. Non, on ne peut pas casser. Et donc, il y a des démarches qui sont enfermées dans la loi et qui sont autorisées. Tant que vous êtes dans les limites de cette démarche-là, aucun pouvoir ne peut normalement réprimer. Ou alors, à ce moment-là, la communauté internationale et tout le monde a les yeux rivés sur ce pouvoir-là qui est dans un excès total. Et donc, si c'est l'opposition qui ne sait pas contenir ses militants, il faut lui apprendre à contenir ses militants. Si c'est le pouvoir qui est dans l'excès, il faut également... Et c'est pourquoi je considère que le clergé doit faire un arbitrage et ne pas se contenter de dire, ok, la paix. Est-ce que vous pensez que le clergé a les moyens aujourd'hui? Depuis 2016, on a l'impression qu'il est sans âme ou qu'il s'est affaibli en termes d'intelligence et de stratégie. Non, même devant des phrases comme on va compromettre la paix pour instaurer je pense plutôt que depuis l'historique conférence nationale au cours de laquelle le clergé a eu véritablement un rôle important, l'Église catholique a décidé progressivement de se retirer de la vie politique active. Et donc c'est ça qui donne le sentiment qu'ils sont dans le silence absolu, mais c'est faux. Quand vous allez dans les églises, quand vous écoutez les prêches parfois, quand vous voyez les lettres pastorales, vous vous rendez bien compte que l'Église à aucun moment ne se sent éloignée des préoccupations des citoyens. En tout cas, on verra bien ce que ça donnera, cette option donc du Parti des démocrates d'aller voir les hommes en touche pour, ma foi, intervenir un peu dans la droite ligne des élections de 2026. Allez, on va passer maintenant à les frontières nationales. On va parler de deux actualités, l'une de la sous-région, enfin les deux, de la sous-région, puisque le Sénégal aussi, dans l'Afrique de l'Ouest. La première qui concerne directement le Bénin, une partie des sanctions levées contre, je dois dire, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée aussi. Est-ce que la CEDEAO est fatiguée par d'elle-même ou de l'échec de sa propre stratégie? On a l'impression qu'au bout, finalement, elle s'est dit, bon, ok, il faut que je lève les sanctions. Ouais, je pense que la CEDEAO a fini par jeter l'éponge. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Ils ont jeté l'éponge et à partir de ce moment-là, moi, l'inquiétude que j'ai,
c'est que désormais, on ne les verrait pratiquement plus réagir. Ah oui? Ah non. Pourtant, ils ont continué à réagir hein, sur le cas sénégalais. Non, même si... ils vont écrire des lettres, ils vont... non, c'est des communiqués. Oui, ils vont pondre des communiqués, mais ils ne feront rien de plus parce que ils ont été quasiment désavoués par leur réaction par rapport au coup d'État du Niger. Donc, avec comment on va dire, le ravalement de leur vomissure, ils vont avoir beaucoup de mal lorsqu'il arrivera un autre cas de figure comme celui du Niger, ils auront beaucoup de mal à réagir. Et je pense que c'est ça qu'il faut déplorer le plus quand même, parce que si dans notre sous-région, la CEDEAO, qui a quand même dans ses statuts une mission de responsabilité par rapport au respect du processus électoral ou de la démocratie dans les pays, de la dévolution du pouvoir dans les pays de la CEDEAO, que la CEDEAO ne puisse plus rien faire par rapport à tout ça. Bon, ça gêne un peu et c'est un peu comme si aujourd'hui elle se lave les mains complètement de ce qui peut arriver. Ouais, ben, elle ne pouvait pas continuer à garder le bras de fer. Elle ne pouvait pas parce qu'en réalité, les sanctions, les muscles qui avaient été montrés, c'était juste pour effrayer les autorités de fait du Niger et leur faire baisser la garde tout de suite. Et bon, mais voilà, ils ont résisté. Et cette résistance a créé une tension qui n'a pas baissé depuis 6 mois. Et donc, aujourd'hui, la CEDEAO, qui est la première, alors que Bazoum n'est pas libéré, alors qu'ils n'ont aucune garantie qu'il sera libéré. Ils l'ont exigé encore. Bon, j'espère que ça va s'entendre. Alors que tous les préalables qu'ils avaient ont été totalement abandonnés, ils ont décidé de lever toutes les sanctions. Bon, ça veut dire que la CEDEAO s'efface désormais. Oui, mais celui qui a prédit la mort très prochaine de la CEDEAO a tenu compte aussi de ce volet, ma foi, économique, puisqu'il y a 3 pays quand même qui s'annoncent sur le départ. Je rappelle le Niger, le Mali et le Burkina Faso. On dira que le destin est en pointillé au niveau de la CEDEAO. Effectivement. Et je pense que la CEDEAO est la première à s'en rendre compte aujourd'hui et qui travaille effectivement à ce qu'au moins on puisse obtenir des 3 pays qu'ils reviennent à la maison. Le temps d'harmoniser les points de vue pour que du point de vue de l'économie, ils puissent se réintégrer totalement. Bon, mais les pays de l'AES ont, me semble-t-il, des projets qui ne cadrent plus tout à fait avec la ligne de la CEDEAO, parce qu'ils sont dans une sorte de lutte d'affranchissement. Et pendant ce temps, la CEDEAO est considérée comme étant dans l'asservissement. Vous voyez, donc objet de manipulation. De manipulation de la part d'une puissance étrangère qui tire les ficelles. Bon, donc, si les pays de l'AES mettent de l'eau dans leur vin, je pense que les morceaux devraient être recollés. Ils vont se rabibocher avec la CEDEAO. Et puis, bon, mais comme je l'ai dit tantôt, ils peuvent créer l'AES et rester à l'intérieur de la CEDEAO. Ouais. C'est pas antinomique. Oui, mais il peut avoir plusieurs sujets. Oui, il peut avoir plusieurs sujets ou plusieurs champs qui sont sur lesquels ils partagent toujours les mêmes visions et ma foi les mêmes objectifs. Et ça va être une répétition. Oui, mais ce n'est pas tout à fait. Bon, enfin, entre les 3, il y a une coopération plus accrue. Oui, c'est plus accentuée. Plus accentuée. C'est des thématiques bien précises. C'est ça qui fait la différence. Oui. Parce que voyez-vous, ceux qui ont souhaité que notre continent piétine jusqu'à présent, le moyen qu'ils ont utilisé, c'est la balkanisation. C'est d'avoir réussi à nous diviser. Vous voyez? Et lorsque, pour une raison quelconque, nous sommes obligés de nous séparer les uns des autres, c'est que nous faisons le jeu de ceux qui, depuis 1960, font de leurs pieds, de leurs mains, pour que nous n'ayons jamais à nous entendre et à rester ensemble. Parce qu'ensemble, nous sommes forts. C'est pourquoi moi, je considère que les pays de l'AES, ils ont peut-être raison, mais leur combat ne doit pas être de se séparer des autres pays de la CEDEAO, mais de rester à l'intérieur et de mener le combat qu'il y a à mener. Oui, mais si un bras doit t'empêcher d'aller au paradis, à dire les paroles saintes, il faut le couper. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais si vous coupez et que vous êtes une branche isolée qui vole au gré du vent, le vent peut vous emporter où vous ne le souhaitez pas. Donc il faut rester collé à l'arbre qui a au moins une racine.
Et c'est pour ça que je pense que les pays de l'AES devraient être la branche qui reste sur l'arbre et non celle qui dérive et qui peut aller dans n'importe quel sens. Vous pensez que l'option de la CEDEAO de lever les sanctions contre ces pays-là, aujourd'hui, peut les amener à se raviser, à revoir la position? Logiquement, c'est ce qu'il devrait être. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des échanges économiques entre les pays de la sous-région, n'est-ce pas? Et les hommes d'affaires du Niger ne peuvent pas sacrifier leur business sur l'autel du patriotisme ou de la révolution pendant longtemps. Et il n'y a rien qui soit au-dessus du patriotisme de la nation, non? Ils peuvent le faire. Pourquoi ils peuvent le faire aujourd'hui? C'est suffisamment trop fort pour eux? Ils peuvent le faire aujourd'hui parce qu'ils sont obligés, parce que les affaires sont les affaires. Les affaires ne sont pas des matières avec lesquelles on fait de la révolution ou du patriotisme. Et donc c'est pour vous dire quoi? Que en considérant le corridor du Bénin, qui est le plus court, qui est le plus sécurisé, qui est le plus rentable pour les hommes d'affaires du Niger, on a beau leur dire de ne pas utiliser ce corridor-là, il arrivera bien un moment où ils diront au pouvoir, mais franchement, bon, on a fait notre part de révolution, il faut maintenant quand même que nous nous occupions de nos affaires. Et les affaires, ce n'est bon que dans la mesure où les données économiques vous donnent une marge bénéficiaire qui rend florissante votre affaire. Donc, si un homme d'affaires doit sacrifier toute sa marge bénéficiaire sur l'autel du patriotisme ou de la révolution, il arrivera un moment où il se retrouvera en difficulté. Voilà, c'est pour ça que le pouvoir n'étant pas éternel non plus, les autorités qui sont au Niger actuellement ne pouvant pas être éternelles non plus, il arrivera toujours un moment où les choses vont reprendre leur cours normal. Mais en tout cas, pour le moment, les cours restent les mêmes, puisque même si le Bénin a ma foi, ouvert ses frontières à Malanville, de l'autre côté, ça reste hermétiquement fermé. On est toujours fâché à Niamey, apparemment. C'est normal, parce qu'il ne faut pas donner l'impression non plus qu'on attendait ça. Il faut se donner une certaine contenance. Moi, je les comprends. Et je comprends aussi que ils veuillent faire ce combat-là pour légitimer leur position de départ et renforcer leur pouvoir. C'est très important pour un pouvoir de tirer profit de ce genre de situation pour se renforcer. Mais on ne fait la politique que pour le bien du peuple, on ne fait la politique que pour l'épanouissement du peuple, et on ne peut pas empêcher un peuple d'avoir des facilités d'épanouissement parce qu'on a une vision qui est contraire aujourd'hui à cette profession de foi. Moi, je pense que les hommes politiques du Niger, à un moment ou à un autre, laisseront le peuple s'épanouir complètement parce que les relations entre les peuples sont multiséculaires et que de part et d'autre, on a souffert énormément de la fermeture de la frontière et qu'aujourd'hui, il y a certainement une grande partie des Nigériens qui appellent de tous leurs vœux l'ouverture de la frontière. En tout cas, on a suivi sur les médias internationaux des réactions de population assez heureuses à l'annonce samedi de la levée partielle de ces sanctions. On espère bien qu'on va retrouver sa bonne humeur, en tout cas pour que les choses se normalisent entre les deux nations, même si le Bénin s'est engagé officiellement à tout faire, tout mettre en œuvre pour normaliser entre griffes ces relations. C'est-à-dire on court après l'horloge maintenant, hein, côté Cotonou. Bon, ou bien on force les choses. C'est pas tout à fait ça. Si on a passé beaucoup de temps à appliquer les sanctions de façon rigoureuse, non, mais maintenant on ne peut pas rester dans la supplication. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'explications déjà par rapport à ces choses-là. Il y avait un temps pour agir pour avec le temps. Il y avait un temps pour constater que bon, les sanctions n'étant pas ne produisant pas l'effet recherché, il fallait quand même, parce que c'est pour les peuples qu'on fait quand même la politique. Donc c'est normal, je l'ai dit sur ce plateau, pour le Bénin, ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas de la capitulation, c'est une question de responsabilité nationale et c'est normal que dans le cadre de cette responsabilité nationale, le président fasse le nécessaire pour que le peuple béninois puisse retrouver ses liens séculaires avec le peuple du Niger. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner avec cette CEDEAO qui, ma foi, comme
vous l'aviez dit, à jeter l'éponge. Sauf que sur le cas sénégalais, il me semble que la CEDEAO veut se racheter après les deux communiqués, notamment au lendemain de l'annonce du report inédit de la présidentielle. Eh bien, il y a un autre communiqué, notamment au soir des travaux du samedi dernier, pour rappeler qu'il fallait rester dans le contexte démocratique et que les acteurs politiques sur place à Dakar puissent s'entendre d'une manière ou d'une autre pour faire organiser la présidentielle. On a l'impression d'une légère lucidité d'Abuja par rapport à la situation à Dakar. Non, mais je pense que de tout temps, la CEDEAO a toujours pondu des communiqués de ce genre-là. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque vous... Dans le cadre normal de la souveraineté d'un État, il se déroule un certain nombre d'activités. La CEDEAO n'anticipe pas les moyens dispose la CEDEAO pour anticiper? Si par exemple... Il n'y a aucun moyen d'anticiper. Il y a un comité, d'anticipation de ces crises-là, mais il n'y a aucun moyen par lequel la CEDEAO puisse empêcher un président qui a reporté des élections, par exemple. Voilà, il n'y a aucun moyen. La CEDEAO ne peut constater les faits que lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public, et c'est à ce moment-là seulement que la CEDEAO intervient. Mais quand il y a des crises successives, que la rue gronde, grouille, ma foi s'enflamme avec beaucoup de fumée et de pneus, et que la CEDEAO se tait, est-ce que ce n'est pas se taire et voir pourrir une situation? Est-ce qu'on ne peut pas commencer déjà à ce moment-là à sortir des communiqués, à engager un dialogue, à chercher à réunir les différentes parties, à les faire discuter, se parler? On ne va pas oublier que les pays de la CEDEAO sont quand même des pays souverains. On ne va pas croire que tous les pays ont perdu complètement leur souveraineté au profit de la CEDEAO. Les pays gardent leur souveraineté. Ils ont concédé une partie pour accepter la communauté. Et c'est seulement lorsque la situation devient difficile à tenir, qu'on sent un débordement, que la CEDEAO est fondée à dire « Ah, attention, ce qui se passe là, nous avons les yeux dessus, il faut absolument revenir à la normale. » Bon, mais je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la CEDEAO ne puisse pas faire autre chose que ça. Mais elle a fait ce qu'il fallait faire. Je ne pense pas que ce soit tôt, je ne pense pas que ce soit tard non plus, mais je ne pense pas non plus que ce soit ça qui empêche comment on dit, les hommes politiques du Sénégal de faire ce que chacun a fait. Ce communiqué ne semble pas avoir été déterminant dans la suite des événements. En tout cas, le vendredi, Macky Sall a déjà réaffirmé à travers une conférence de presse, décidément c'est l'épidémie actuellement, les conférences de presse présidentielles. Il en a organisé une chez lui à Dakar pour rappeler qu'il va partir du pouvoir le 2 avril. Ça devrait nous rassurer. Mais je crois qu'il n'y avait plus vraiment de doutes là-dessus. Le fait que le Parlement lui ait octroyé 10 mois supplémentaires était scandaleux, c'est vrai, mais qu'il parte du pouvoir était quelque chose qui était déjà acquis. Donc quand il dit qu'il va partir le 2 avril, je considère qu'il le dit parce qu'il veut apaiser tout le monde. L'option est toujours sur la table, qu'il continue jusqu'au mois où son prédécesseur sera élu. Et je pense que c'est cette option qui sera choisie. Son successeur sera élu. Et je pense que c'est cette option qui sera, ma foi, la meilleure aujourd'hui compte tenu des circonstances. Donc, si Macky Sall dit qu'il va partir le 2 avril, c'est pour que le climat social soit complètement apaisé et que les gens ne continuent pas de penser que toutes les manœuvres qu'il est en train de faire n'ont pour seul et unique but que de faire en sorte de le ramener pour... Est-ce qu'il a encore des marges de manœuvre aujourd'hui pour rester au-delà de 2 avril? Non, c'est pour ça qu'il dit de manière très claire qu'il ne peut plus au-delà du 2 avril. C'est le dialogue qui est en cours aujourd'hui qui va déterminer si c'est lui qui conduit la transition et qui va déterminer à quel moment on fait les élections. Bon, il ne se fait pas trop d'illusions si les gens décident que la transition se fera autrement, ça se fera autrement. Mais comme ce sont ces partisans qui sont pour la plupart dans le dialogue, dans ce dialogue, et que les 17 candidats sur 19 ont quand même totalement boycotté, je pense que les choses se feront dans le sens de le maintenir au pouvoir jusqu'à ce que son prédécesseur, son successeur soit installé. Et alors ce qu'il restera à faire à Macky Sall, c'est d'organiser les élections dans les meilleurs délais pour que la situation ne... C'est quand même curieux, hein? On lui demande de convoquer le corps électoral, il convoque un dialogue. Non, mais je pense que la situation
était déjà assez explosive et qu'on ne pouvait plus faire une élection tranquille et pacifique dans le climat qui était créé. Ce n'était plus possible. Et donc il fallait pacifier, il fallait sortir les opposants, il fallait proposer une loi d'amnistie comme il est en train de proposer là, pour que tous les péchés soient effacés, ceux des opposants comme ceux que lui-même et ses partisans ont pu commettre, de manière à ce que, bon, si tout le monde est vierge, à ce moment-là, on organise les élections pour qu'ils puissent passer les témoins et que, quand il va laisser le pouvoir, on ne lui cherche pas les poux sur la tête. On a vu qu'il a fait l'option, en tout cas, comme il l'a promis d'ailleurs, hein, de pacifier le pays avant de le laisser à son successeur, commencer à libérer un certain nombre de prisonniers dits politiques, 100 à 150 déjà pour une première vague. Ça ne suffit pas, il a pensé à une loi sur l'amnistie carrément, qui va couvrir les crimes et autres exactions de 2021 à 2024. J'ai l'impression que les acteurs politiques se foutent pas mal, excusez-moi le mot, c'est vraiment pas approprié pour ce plateau, se foutent pas mal, je dois dire, de la vie des citoyens des pays qu'ils dirigent. Et ça vous ramène à ce que je disais tantôt. J'avais promis qu'on en parlerait. Ça vous ramène à ça. Parce qu'il ne faut pas que les hommes politiques méconnaissent les règles qui régissent la cité. Il ne faut pas que les hommes politiques pensent que leur point de vue, que leur desiderata prime surtout. Hein? Il ne faut pas que les hommes politiques aient l'impression que la politique c'est une question de vie ou de mort. Ce qui oppose les hommes politiques, ça ne devrait être que le débat politique. Ça ne devrait être que le débat politique. Hein? Et ça ne devait être que rarement les marches pacifiques. Les marches, c'est juste pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur un fait. N'est-ce pas? C'est pas pour obtenir du pouvoir qu'il capitule, qu'il laisse tout tomber, qu'il cède. Non. Parce que, vous voyez, ce que nous ignorons souvent, c'est que lorsque le pouvoir est en action et qu'il déroule son programme, il faut le laisser faire. Et quand on n'est pas en accord avec ce que fait le pouvoir, lorsqu'on n'est pas en accord avec sa vision, ses méthodes, lorsqu'on n'est pas en accord avec sa stratégie, il faut se préparer à proposer mieux. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis, même quand le pouvoir travaille, on peut faire des propositions dans ce que fait le pouvoir. Oui, mais est-ce que ce n'est pas trop simple, c'est-à-dire... La politique n'est pas plus compliquée. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un porte notre destin, il conduit notre destin, puisque c'est lui qui est à la tête du pays, il conduit notre destin, et on sent que là où il nous conduit, ça fait quand même 10 ans de notre vie qu'il veut arracher, et qu'il veut conduire dans le décor, et on va garder patience, et lui permettre de finir les 10 ans, quand on a fini d'atterrir dans le décor, et bien maintenant on va travailler à prendre pouvoir, alors que lui-même il a travaillé à le conserver, au-delà même du 3e mandat. Est-ce que celui dont vous parlez est sorti de nulle part pour prendre le pouvoir? Il a été élu. Et c'est le peuple qui l'a élu, sur la base d'un programme. Si le peuple s'est trompé, le peuple doit assumer. Ah oui. Ah ben c'est comme ça. Donald Trump a été élu aux États-Unis. Il y avait de nombreux électeurs qui avaient regretté d'avoir porté le choix sur lui parce qu'ils se sont dit, mais oh, mon Dieu, c'est l'erreur du siècle. Mais ils ont subi. Oui, mais ça n'a pas empêché les démocrates de faire quoi? Blocage comme ils peuvent au niveau donc du Congrès, au niveau d'utiliser tous les moyens, même les marches dans les rues. Est-ce que vous avez vu des casses? Est-ce que vous avez vu des personnes qui affrontaient les forces de l'ordre parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique de pouvoir? Les forces de l'ordre n'ont jamais... Enfin, les forces de l'ordre ont encadré et il n'y a pas eu de marche interdite là-bas. Je ne sais même pas s'il y a un régime qui interdit des marches là-bas. Non, mais vous savez, je vous l'ai dit tantôt, oui. Notre démocratie a encore beaucoup à apprendre. Les marches que nous faisons ne sont pas toujours... approprié. Ah oui. Il y a par le passé des hommes qui télécommandaient systématiquement toutes les activités politiques. Parce que c'était une stratégie pour empêcher le pouvoir de fonctionner, pour empêcher le pouvoir d'avancer, pour empêcher le pouvoir de dérouler un programme, au point où un chef d'État excédé a fini par dire, mais bon Dieu, cette démocratie-là, elle peut nous conduire nulle part. Vous voyez, ailleurs, c'est pas comme ça. On regarde tous dans la même direction, mais on fait en sorte que dans la manière de gérer, on puisse sentir que, bon, il y a des approches de solutions différentes. Si
nous avons la situation que nous avons aujourd'hui, que les Sénégalais du moins ont aujourd'hui. C'est parce qu'un président à un moment a estimé qu'il avait le droit de sélectionner les candidats et d'empêcher celui qui ne veut pas voir à la tête du pays d'arriver jusqu'à l'étape de candidature. Et ça a commencé, c'est pourquoi la loi d'amnistie a été étendue jusqu'en 2021. Ça a commencé avec un procès qu'on a mis sur le dos de Ousmane Sonko par rapport au fait que bon, il aurait tripoté une masseuse qui est venue porter la pauvre femme qui ne demandait qu'à rester dans l'ombre, et a continué à masser les corps. A été jeté sous les projecteurs et il n'avait pas d'autre choix. Bon, c'est une politique qui n'est pas seulement africaine, elle est connue dans d'autres cieux. Hein? Vous vous souvenez de Dominique Strauss-Kahn qui en France était à l'époque qui avait vraiment le vent en poupe pour être un bon candidat de sa carrière et qui voilà s'est vu envoyé au tribunal avec une affaire de femmes de chambre qu'il aurait tripoté. Bon, de vous à moi, nous savons que ces choses-là, ce n'est que de la politique politicienne. Bon, donc, quand les présidents commencent par se comporter comme ça, effectivement, ça pose un problème. Ça pose un problème. Et c'est ça qu'il faut travailler à éviter dans nos pays. Sinon, à partir du moment où le président est élu, et que nous avons tous ensemble décidé que bon, son programme, il a à le dérouler sur un certain nombre d'années, il faut le laisser faire ses preuves et puis après, nous allons constater. Nous allons constater, ce n'est pas en l'empêchant d'obtenir des résultats qu'on réussit non plus, qu'on réussit du moins à faire se sentir mieux les populations. Ce n'est pas en faisant en sorte qu'il échoue systématiquement dans tout ce qu'il entreprend ou en faisant en sorte de créer des blocages. Ce n'est pas ça non plus qui nous avance. Il est clair que lorsqu'une force tire vers l'avant et que l'autre tire vers l'arrière, les deux forces se neutralisent et nous faisons du surplace. Et c'est pour ça que je vous dis, nous devons nous rasseoir pour que les problèmes de développement soient au centre de notre lutte et de notre vie politique. Que ce ne soit pas de belles élections, d'une part, et des questions de liberté publique, d'autre part, qui soient les seules fins. Les seules fins qui animent le comportement et qui fait courir les hommes politiques. Anissé Carlos Oké, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. À jeudi prochain.